Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion en compagnie de Pierre Jovanovic. Nous parlons de la Divine Connexion parue au Jardin des Livres, 15 ans de recherche du docteur Melvin Morse. Alors, à propos, je voulais vous parler du corps astral. Alors, est-ce que il y a une relation entre le corps astral et le lobe temporal droit? Je sais pas, Morse n'en parle pas. Vous savez, Morse n'aborde pas le corps astral, bien qu'il parle effectivement de personnes qui ont des rayonnements ou qui perçoivent les rayonnements chez certaines personnes. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez, étonnant, c'est que les personnes qui ont eu des expériences frontières de la mort, en général, ont un rayonnement, c'est-à-dire que les ordinateurs ne fonctionnent pas auprès d'elles et elles ne peuvent plus ou pas porter de montre. Les montres tombent en panne, c'est assez classique. Toutes les personnes moi je l'ai constaté à titre personnel d'ailleurs, parce qu'une fois j'ai testé en fait la thèse de Morse sur un monsieur qui est venu ici pour acheter un livre et je le vois sans montre et je lui dis monsieur, et si vous me racontiez votre expérience lumineuse? Et il était assis là, il dit mais comment vous savez ça? C'était un militaire des transmissions, oui. Donc c'était pas un il n'était pas soigneur personnel ou je ne sais quoi c'est un militaire bien de chez nous de notre armée de terre. Et il m'a raconté cette chose étonnante, et il m'a dit quand j'avais 7-8 ans, ma famille était très catho, mais ils étaient catho grave quoi. Vous savez que c'est cette ambiance un peu pesante, et donc je devais aller régulièrement à confesse. Enfin, ça le gonflait quoi, comme tous les enfants. Et lui-même donc il se posait quand même des questions parce qu'il n'avait pas l'air de se rendre compte. Enfin, Dieu n'avait pas l'air d'exister. Et donc un soir il s'est couché. Et il a adressé une prière à Dieu, s'il existait, de lui prouver qu'il existait. Vous savez, cette démarche d'enfant qui dans l'innocence absolue de l'enfance, qui obtient parfois des choses extraordinaires. Et il m'a dit, je me suis réveillé le matin avec la certitude absolue que Dieu existait. J'avais fait un rêve dont il s'est abstenu de me raconter les détails. Il m'a dit, je me suis réveillé avec la certitude absolue que Dieu existait. En revanche, la conséquence depuis ce rêve, c'est que je ne peux plus porter de montre parce que toutes les montres tombent en panne. Et c'est très amusant, j'ai raconté ce cas à Melvin Morse qui me dit ça ne fait que confirmer ce que je sais. Et dans le livre, vous avez plusieurs cas, même dizaines de personnes qui, une fois qu'elles ont vécu cette expérience, véhiculent en elles une énergie nouvelle qui non seulement est une parcelle, si je puis dire, de cette lumière de l'autre côté, mais en plus qui leur sert à guérir leurs semblables. Pas à guérir en totalité, mais vraiment à les aider et à faire avancer les choses de manière positive. Et je suis certain que tout le monde a déjà entendu un cas similaire, sans savoir que c'était effectivement lié à une expérience personnelle intense. Alors, au cours de ses recherches, le docteur Melvin Morse a dû tâtonner. Comment s'est-il rendu compte que ça se situait précisément à cet endroit? Comment a-t-il pu déterminer que ça se passait dans le lobe temporal droit plutôt que dans le gauche? Comme vous savez, c'est un peu comme un focus, c'est-à-dire quand vous avez le côté entonnoir, c'est-à-dire quand vous avez d'un côté les rapports de médecine militaire sur les pilotes de chasse qui vous disent lorsque les pilotes perdent conscience, ils ont l'impression, parce que les médecins militaires disent ils ont l'impression. Ils disent pas qu'ils sortent de leur corps, ils ont l'impression de sortir de leur corps et de parler même à des proches décédés. Donc c'est les épileptiques qu'on essaie de soigner, on essaie de soigner le lobe temporal droit chez les épileptiques. Les recherches dans l'Express d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, vous aviez un article, un laboratoire suisse donc a réussi effectivement à faire sortir plusieurs patients de leur corps en activant, en travaillant sur le lobe temporal droit, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était le dénominateur commun. Vous voyez, mais c'est tellement petit que c'était pas évident à voir au départ.
Et en fait, c'est vraiment parce qu'il a fait quand même, je veux dire, il y a 15 ans de recherche derrière, hein, ça lui est pas venu d'un seul coup. Je veux dire, il y a vraiment énormément de travail passionné derrière ce qu'a fait le docteur Morse. Et c'est comme ça qu'il y est arrivé. Un jour, vous savez, un jour comme ça, vous travaillez sur un truc, vous comprenez pas, et puis plus vous travaillez, puis un jour, boum, vous avez une espèce de... je dis, mais je comprends pourquoi je n'ai pas compris ça avant. On se sent un peu bête d'ailleurs. Et ben, c'est exactement ça qu'il a eu. Je dis, mais ça fait 15 ans que je tourne autour. C'est ce qu'il m'a dit. Ça fait 15 ans que tout le monde tourne autour, il n'y a pas que lui. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau justement du lobe temporal droit, quand on voit par exemple une apparition ? Est-ce qu'on a fait des expériences? Est-ce que c'est reproductible ce phénomène? Comment ça se passe-t-il? Du moment que dans Morse n'aborde pas ça, c'est déjà assez compliqué, vous voyez, d'établir d'établir quand même un cadre scientifique, si je peux dire, de ce premier niveau. Ouais, c'est un peu comme, vous savez, très souvent on me dit, j'ai mis quand même un certain nombre d'années à me rendre compte qu'effectivement j'avais ce qu'on appelle un ange gardien. Alors des fois il y a des personnes qui disent, oui, mais alors les archanges, les machins, les trônes, les buissons. Je dis, madame, vous savez, les autres marques je les connais pas encore. J'ai déjà eu beaucoup de mal à accepter l'idée d'avoir un ange gardien. Et c'est la même chose pour le Dr Morse. Il s'est pas encore penché dans le sens contraire. Bien qu'il y ait des cas, effectivement, il en parle, mais c'est pas ça qu'il étudie avant toute chose. Alors vous nous disiez que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau. Où est-elle stockée? Alors comment a-t-on accès à cette mémoire en permanence? Si je veux me rappeler d'un souvenir passé de mon enfance, où je vais le chercher, ce souvenir, cette mémoire? Alors, je vais vous donner plusieurs cas, notamment un qui nous a été donné par le neurologue, le docteur Planté, qui était avec nous. Il y a, d'une part, il nous a donné le cas d'un professeur de mathématiques, je ne donnerai pas l'université française dans laquelle il travaille, mais qui a un cerveau, je crois qu'il s'appelle hydrocéphale, enfin il a de l'eau dans la tête, a priori. Donc vous voyez, si on vous dit vous avez de l'eau dans la tête, le mec il est mort, quoi. Pas du tout. C'est un grand professeur de mathématiques, et ça a l'air de fonctionner très bien. D'accord. Toutes les expériences qui sont faites sur les rats, les souris ou les animaux en général, hélas, prouvent que si on leur enlève une grande partie du cerveau, ils continuent à fonctionner normalement. C'est quand même absolument impensable. Ça fait, il y a des travaux qui sont faits en ce sens depuis 1940, 1947 surtout, aux États-Unis et également en France. Personne n'a jamais réussi à trouver le mode de fonctionnement du cerveau à cause de ça. Il y a des gens qui ont eu des accidents de voiture gravissimes dans lesquels la moitié de leur cerveau était enlevée et ils se souviennent très bien de tout. On est bien d'accord. En revanche, là où les gens commencent à avoir des problèmes de cerveau, c'est lorsque le côté droit est abîmé. Et il semble, c'est la thèse de Melvin Morse, il dit que justement, nous puisons, notre lobe temporal droit nous sert de passerelle pour aller chercher nos souvenirs. Pourquoi, par exemple, lorsque vous avez, moi c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est arrivé à d'autres. Vous prenez par exemple, j'avais eu pas Jean-Pierre Beltoise, le fils du pilote là, qui lui aussi pilote, qui est au Figaro. Il m'a raconté que 2 ou 3 fois il a eu des accidents et effectivement il a vu toute sa vie défiler parce qu'il allait mourir. Pourquoi nous avons toute notre vie qui défile devant nos yeux dans des situations extrêmement dangereuses où on sait qu'on va mourir, par exemple? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là, justement, que le lobe temporal droit s'ouvre le plus, tout simplement. Et que, comme il s'ouvre, eh bien, nous avons accès à toute notre vie d'un seul coup. Et tout défile. Et c'est très étrange parce que tout le monde va vous dire que c'est absolument incroyable comme expérience. C'est très très étrange. Alors, et Morse, donc toujours sur la base des travaux sur les expériences aux frontières de la mort, il dit à partir du moment où on ne peut pas se souvenir, de rien puisque nous sommes dans le coma. Nous sommes bien d'accord. Et il dit justement c'est le contraire. C'est plus nous nous rapprochons de la mort, d'accord ? Plus nous nous rapprochons de la mort, plus le lobe temporal droit s'ouvre. Et à ce moment-là, vous avez un fleuve qui vous inonde, dans lequel le fleuve de votre vie, et vous renvoyez votre vie. Je peux vous donner par exemple le cas de Kubler-Ross, de Madame Ross, du Dr Ross, pardon, qui m'avait donné, lorsque je l'avais interviewé, le cas d'un homme d'affaires, donc vous voyez, PDG de boîte, le mec il est sur son golf, sur son terrain de golf, plein soleil, paf, crise cardiaque.
ambulance, etc. Bon, l'ambulance a réussi à faire repartir le cœur, etc. Donc urgence, etc. Et là, aux urgences, donc une fois qu'il était relié à tous les appareils, électroencéphalogramme, cardiogramme, eh bien, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu pendant 3 ou 5 secondes, je sais plus. Pendant 5 secondes, et il était mort. D'accord ? Eh bien, le monsieur est revenu, ils l'ont récupéré, et il a raconté son expérience aux frontières de la mort. Il a raconté qu'il est passé dans un tunnel et passé de l'autre côté, et qu'il a revécu l'intégralité de sa vie. L'intégralité, et non seulement pas simplement de son point de vue à lui, mais du point de vue de tous les gens qu'il a fréquentés. De la sensation des gens avec lesquels il interagissait. Donc en 3D, si je puis dire. Vraiment en 3 dimensions. Si ce n'est plus. Et il a revécu 60 ans de sa vie, lui. Et de notre côté, ça faisait 3 ou 5 secondes. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui serait très intéressant d'interviewer, bien qu'il n'en ait jamais parlé, c'est le comédien Richard Boranger, qui avait été déclaré mort. Et qui est revenu, et je pense que c'est cette folie qu'il habite, c'est pour ça qu'il est tellement génial. Mais il y a plein d'artistes qui se servent justement de leur lobe temporal droit. Vous savez très bien que les écrivains, par exemple, il y a des écrivains, avant l'accident du Titanic, il y avait un écrivain anglais, je crois, qui a décrit une histoire un peu de pas de science-fiction, mais enfin, il a inventé une histoire 15 ans auparavant, je crois, d'un paquebot qui avait exactement les mêmes caractéristiques, mais au moteur près, au nombre de cheminées près, à la longueur près. Enfin, c'était absolument aberrant comme... il avait donné exactement la même histoire, et je crois, oui, c'est ça, c'est le bateau s'appelait Titan, vous voyez, je suis complètement fou. Mais il y a plein de cas comme ça. Vous savez, moi j'ai fréquenté quelqu'un pendant très longtemps qui s'appelait Philippe Tesson, et je peux vous dire que Tesson, qui est un homme d'écriture, d'écrit, a le lobe temporal droit ouvert, parce qu'il nous a annoncé à plusieurs reprises des choses absolument étonnantes. Je veux dire, il avait il a toujours d'ailleurs une appréciation des gens à la première seconde, et c'est très très étrange. L'écriture, la peinture, la musique ouvrent le lobe temporal droit, c'est clair. Comme le tricot d'ailleurs, le fait de faire du tricot, c'est ce que nous a expliqué Morse, le fait de faire du tricot, des points ou de la broderie, ça ouvre le lobe temporal droit. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. La Divine Connexion parue au Jardin des Livres. Nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic qui nous parle de la Divine Connexion, ce livre qui regroupe les 15 ans de recherche du docteur Melvin Morse. On pourrait aussi parler de rêves prémonitoires. Prenez par exemple les attentats du 11 septembre. Tom Clancy, je veux dire, il a écrit 6 ans auparavant dans l'un de ses ouvrages. On a tous fait des rêves prémonitoires, on a tous vécu ça un jour ou l'autre, et je vous assure que l'explication, les 2 thèses de Morse sont les seules qui tiennent la route. Ça, il n'y a même pas, pour moi, il n'y a même pas de discussion possible, quoi. Et je suis très curieux de voir comment quelqu'un vous savez, en France, on n'a pas le droit de parler de Dieu parce qu'on l'a tué en 1789. Par définition, comment des gens comme Miller, etc., réagiraient s'ils avaient le courage de lire le livre du docteur Morse jusqu'au bout. Mais je suis à peu près certain qu'ils ne le liraient même pas, ils se contenteraient de dire non, c'est pas possible, quoi. Voilà, tout simplement. En France, nous avons cette espèce de blocage vis-à-vis de ça, alors que dans les autres pays, ça n'existe pas. C'est complètement aberrant, d'ailleurs. C'est complètement aberrant, il n'y a qu'en France qu'on a ça. Alors, par l'intermédiaire du lobe temporal droit, nous aurions accès au dossier akasique. Alors, quel est le lien quelle est l'interface qui nous relie au dossier akasique et quelles sont les sources que l'on peut puiser ? Notre lien avec ce qu'on appelle les dossiers akasiques et ce que le docteur Morse appelle la banque de souvenirs universels, je pense que c'est plus sympa que le dossier akasique, parce que ça fait un côté Meuron Givaudan. Excusez-moi, mais donc nous sommes reliés en permanence à cette banque de données universelle. Je veux dire, chaque fois qu'on va chercher un souvenir d'enfance ou même d'il y a un mois, on tape directement, on passe par le lobe temporal droit et on va chercher cette information là-dedans. Plus le lobe temporal droit est ouvert, plus les informations sont précises, tout simplement. Les personnes, par exemple, c'est le docteur Planté qui m'a expliqué ça, l'odorat.
l'interprétation de l'odorat se trouve du côté du lobe temporal droit, justement. Plus le lobe temporal droit est ouvert, plus vous avez un sens de l'odorat développé, par exemple. Ce qui vous explique un livre comme Le Parfum, l'environnement surnaturel, si je puis dire, de ce livre. Et par exemple, lorsque vous priez, plus vous priez, plus vous ouvrez le lobe temporal droit. Les bénéfices sont considérables parce que vous pouvez remonter des souvenirs d'enfance. Quand Amélie Nothomb a sorti son livre La métaphysique des tubes, tout le monde s'est moqué d'elle, mais je pense qu'elle, qui écrit depuis quand même une quinzaine d'années ou vingtaine d'années maintenant, elle a un lobe temporal particulièrement ouvert, effectivement, donc il est logique qu'elle ait pu récupérer ses souvenirs de bébé. Non mais c'est important. On refuse de croire toutes les capacités que le lobe temporal droit peut nous donner et nous offrir, alors qu'ils sont juste là à notre portée. Il suffit d'aller les chercher et de... Vous savez, c'est comme un jogging, hein. Vous n'allez pas faire le marathon de New York ou de Paris si vous ne courez jamais. En revanche, si tous les jours vous mettez à courir 100 mètres, pendant une semaine vous faites 100 mètres, pendant deux semaines après vous faites 200 et ainsi de suite, au bout d'un an, bon bah ça va, vous avez le rythme. Et bien il suffit de faire ça en priant et vous allez découvrir les capacités absolument extraordinaires de lobe temporal droit. Moi ça m'est arrivé d'innombrables de fois d'avoir des rêves prémonitoires d'une précision absolument extraordinaire. J'ai vu Miller hier, ce crétin de Miller à la télé hier. Il disait que les rêves prémonitoires c'était de la coïncidence pure. Je veux dire, attendez, la coïncidence, il a autant de chance, il a une chance sur 1 million que ce soit une coïncidence. C'est ce que dit Morse d'ailleurs. Quand on dit c'est la coïncidence, on a une chance sur 1 million d'avoir raison. Je tiens quand même à le rappeler. Il faut remettre les choses à leur place. J'ai vécu des rêves prémonitoires qui sont réalisés avec une précision absolument... J'en étais effrayé moi-même, et ça m'a simplement montré qu'effectivement on peut connaître l'avenir. Et c'est pas parce qu'on connaît l'avenir qu'il ne va pas se réaliser. Attention. Avoir un lobe temporal droit, c'est voir ce qui va se passer et ce qui doit se passer va se passer. Grosso modo, c'est ça. Alors quelque part, c'est le rendez-vous de Samothrace. Oui, absolument. C'est Samarcande aussi. C'est le jardinier de Samarcande. Vous savez, je rappelle, c'est le jardinier de Samarcande qui a vu la mort dans le jardin. Et qui est absolument terrorisé, qui va voir son patron et dit écoute, j'ai vu la mort, je pense que je dois mourir, donc je veux partir. Et donc il prend le cheval et il s'en va à Samarcande, il s'enfuit quoi. Et donc son patron dans le palais rencontre la mort le soir. Et je dis mais comment ça se fait que je te vois, tu as effrayé mon jardinier, il s'est enfui. Et la mort lui dit mais ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'avec lui que j'ai rendez-vous demain à Samarcande. Alors comment peut-on avoir conscience de ces rêves prémonitoires? Est-ce que là, à ce moment-là, le lobe temporal droit s'ouvre et on est plus réceptif? Comment vous l'interprétez? Comment ça se passe? On fait un cadeau, point. De l'autre côté, votre ange ou quelqu'un qui vous aime, qui est mort, vous fait un cadeau, même Dieu, on vous fait un cadeau, point. Je sais que j'ai rêvé pendant très longtemps. Je vous donne un exemple pratique qui n'a de sens que pour moi. J'avais un voisin qui était un homme charmant, qui vivait tout seul, que j'aimais beaucoup. Et j'ai rêvé pendant à peu près 1 an. Le premier rêve que j'avais fait à son propos, c'est qu'on regardait une tempête se lever sur la mer et qu'il y avait une vague qui approchait et on se dit tiens, il y a une tempête. Et puis 3 mois après, j'ai refait un rêve, hein, la vague se rapprochait. Oui, et puis j'étais avec lui et on regardait la mer, vraiment on se dit bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose quoi. 3 mois plus tard, vraiment la vague était sur nous, elle allait s'abattre sur nous, et puis le rêve s'arrêtait là. Et un jour, le dernier rêve, la vague s'abattait sur nous, et je le perdais dans l'eau, il partait. Et le matin même, à 8h, je recevais un coup de fil et on m'annonçait sa mort. Il était parti. Donc vous voyez, je n'avais pas interprété ça comme sa mort, mais c'était très étrange. Moi, la coïncidence de ces événements m'a montré qu'effectivement, c'était la mort qui s'approchait, c'était la vague, c'était l'eau. C'était pas aussi, j'allais dire, éloquent et grandiose que la mort à Samuel Jardinier de Samarcande, mais c'était une façon de me montrer que la mort allait l'emporter et que
et d'autres personnes ont fait d'autres rêves prémonitoires. Tout le monde a fait des rêves prémonitoires. Tout le monde a un cas au moins dans sa vie où sa tante ou sa mère ou Dieu seul sait qui, je veux dire, qui en a parlé un jour au déjeuner ou au dîner ou le repas de famille. Tout le monde. Tout le monde a entendu au moins une fois ou a vécu au moins une fois une chose pareille. Alors, que répondez-vous aux gens qui vous parlent d'hallucination collective? C'est une hallucination collective. Qu'en pensez-vous? Je ne crois absolument pas à l'hallucination collective. Ça, c'est des conneries de psychiatres. Ça. C'est vraiment des conneries de psychiatres. C'est des conneries de psychiatres. J'en ai eu la preuve en travaillant sur Fatima. Et j'en ai eu la preuve aussi en travaillant sur les apparitions de la Vierge en Égypte, où il y a eu même des photos qui ont été faites. Je crois que c'est la seule apparition où nous avons des photos de Marie, entre guillemets, de ce personnage lumineux qui apparaissent au-dessus de l'église. Et tout le monde, tous les journalistes qui avaient été envoyés à Fatima, parce que la Vierge avait annoncé, entre guillemets, avec suffisamment de temps à l'avance, comme un numéro de musical, hein, vous voyez, genre, tel jour, telle heure, je serai à l'Olympia, il va se passer ça. Ah, non, mais c'était ça quand même, hein, c'était vraiment ça. Et donc, tous les journaux de Lisbonne ont envoyé leurs reporters sur place. Et même d'Espagne, et il y a même des Français, je crois, des journalistes français. Donc c'était l'époque industrielle, hein, donc où Dieu était mort aussi, hein, n'oubliez pas. Nietzsche, Dieu est mort. Hein. Vous savez, vous connaissez cette expression célèbre sur les murs, Dieu est mort, Nietzsche. Et puis quelqu'un a rajouté en dessous, Nietzsche est mort, Dieu. Et oui, c'est vraiment ça. Donc je reviens à les journalistes ont tous écrit leur papier. Pour être journaliste, quand le journal m'a envoyé couvrir Dieu seul sait quelle conférence ou événement ou manifestation, j'envoyais mon papier, je dictais mon papier au téléphone. C'est ce qu'ils avaient fait, eux. Ils ont tous décrit ce qu'ils ont vu. Et tous les journaux ont pris la décision de ne pas publier l'article, hein, parce qu'ils ont décrété que c'est une hallucination collective. Je suis désolé, les hallucinations collectives, faut arrêter les conneries. Hein. Non mais attends, mon vol, hein, c'est n'importe quoi. Ah, c'est tellement pratique comme explication. C'est tellement pratique. Hein. C'est comme Charcot avec ses hystéries. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Miller a dit, à l'émission avec Catherine Clément, je crois que c'est Catherine Clément qui a dit ça, elle dit l'hystérie a été la seule explication que les psychiatres ont trouvée pour piquer toute la clientèle dans les confessionnaux. Je tiens à le rappeler. Hein. Catherine Clément ou Miller, chez Poivre d'Arvor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous avez 300 000 personnes qui se mettent autour de la Tour Eiffel pour comment dire, regarder le formidable feu d'artifice pour l'an 2000, je suis désolé, je veux dire, des événements comme ça, il y en a régulièrement, des concerts de Madonna, où vous avez 200 000 personnes dans un stade, il se passe rien. Oui. Et pourtant vous avez 100 000 mecs qui aimeraient la voir à poil, hein, et elle apparaît pas à poil sur la scène. Mais attendez, mais c'est d'une logique imperturbable, quoi. Je veux dire, bon, alors, hallucination collective, hein, vous remarquerez qu'il existe toujours comme ça des phrases bateaux qui servent aux pseudo-spécialistes comme ça, et vraiment d'un coup de torchon, pouf, tiens, ah bah ça n'existe plus. Hallucination collective. Ou hallucination tout court. Hein. Vous savez, c'est ce qu'avait dit Thérèse Neumann, vous savez, la stigmatisée allemande. Il y a un médecin qui lui dit, mais vous hallucinez, madame. Elle lui a sorti, oui, les cornes que vous avez sur la tête aussi, effectivement, j'hallucine. Elle a sorti un truc comme ça. Elle le voyait, vous voyez ce que je veux dire, elle voyait sa vie, quoi. Et le mec, il n'a pas compris. Il ne pouvait pas comprendre. Pour conclure cette émission, est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots du pouvoir de l'esprit sur la matière? Écoutez, le pouvoir sur la matière, moi j'aimerais beaucoup transformer ma voiture en Ferrari ou en Porsche, mais je n'ai jamais réussi, même avec la meilleure volonté du monde et la meilleure concentration mentale du monde. En revanche, en lisant le livre du docteur Morse, effectivement, je me rends compte que il y a une formidable, que nous avons que la pensée effectivement peut modifier la matière. Ça, c'est une certitude. Et il donne un cas auquel je vais en ajouter un autre. Il dit que c'est la pensée collective, effectivement, peut agir sur quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez 25 personnes qui prient pour une personne, il se passe des choses. C'est très net. J'ai un animateur radio, justement, qui avait lancé un appel parce qu'il était atteint du cancer, et contre toute attente, il a été guéri parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui ont prié pour lui pendant un mois, en permanence. Et contre toute attente, il est vraiment sorti d'affaire alors qu'il était condamné. Morse donne l'exemple suivant.
Il dit qu'effectivement, nous n'avons pas une possibilité énorme pour changer la matière, nous, à titre individuel. En revanche, lorsque vous avez 50 ou 60 000 personnes qui pensent à la même chose, on peut peut-être changer des petites choses. Et il donne le cas d'un célèbre joueur de baseball qui avait toujours le numéro 7. Et au stadium de Seattle, il y a eu une minute de silence, etc., avant le match. En mémoire de ce joueur de baseball qui venait de décéder, qui était très très populaire. Donc tout le monde a vraiment prié avec ferveur. Et donc après juste avant le match, parce que chaque ticket en fait portait un numéro, et donc on tire au sort un numéro. Et ce jour-là, c'était le 777 qui est sorti. Donc Morse donne cet exemple-là, il dit tiens c'est marrant, je suis sûr que là ce jour-là, tout le monde a pensé au 7 parce que le 7 était son symbole, et c'était le 777 qui était sorti en numéro gagnant. Et regardez bien ce qui s'est passé le 11 septembre à New York. La loterie nationale de l'État de New York. Quel est le numéro qui est sorti? Le 911. Le 911. Alors vous savez que les attentats de New York, il les avait choisis, Ben Laden avait choisi le 9, le 9 qui est le septembre, et le 11. Parce qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on met le mois avant le jour, alors que nous c'est le contraire. Dans toutes les lettres, vous verrez, c'est toujours le contraire. Donc pour eux, la date c'était le 911. Et aux États-Unis, le 911 c'est avant tout le numéro d'appel global pour les urgences, au niveau national. Donc il y avait tout un tas de messages que la presse française n'a pas révélés, mais pour les Américains, ce jour-là, 911, c'était vraiment alerte, quoi. C'était grave. Parce que quand on appelle le 911, c'est grave. Eh bien, la loterie de l'État de New York, du 11 septembre, le numéro qui est sorti, 911. Alors, et pour la première fois, toutes les télévisions européennes ont retransmis le lendemain le tirage des boules de loto, parce que c'est comme des boules de loto, parce que ça a tellement sidéré tout le monde que toute la presse mondiale, toutes les télévisions mondiales ont repris l'événement. Coïncidence, en disant coïncidence. Alors en quelques mots, que va apporter à votre avis les travaux de Melvin Morse, ce livre La Divine Connexion? Je pense que ce livre, d'abord, est une révolution personnelle. Du moins c'est comme ça que je l'ai perçu la première fois que je l'ai lu en anglais. J'étais absolument sidéré parce que je me suis dit mais c'est fou quoi, c'est tout ça se passe là et c'est à ma portée. Et j'ai repensé en fait à une phrase du Christ chez une mystique où il lui disait je suis plus proche de toi que tes mains et tes pieds. Et là cette phrase elle m'est revenue en mémoire. Je dis mais évidemment là je comprends. Là, je comprends, je suis plus proche de toi, évidemment. Il est là, on peut y avoir accès, si je peux dire, par le lobe temporal droit qui se trouve juste au-dessus de l'oreille droite. Je dis simplement que chaque personne se doit d'avoir sa propre opinion, et la meilleure et seule façon pour se faire une idée, c'est vraiment de lire le livre, mais qu'une fois le livre lu, eh bien ça peut vraiment changer sa vie personnelle. Je peux vous dire que ce livre a changé la vie de beaucoup de gens. Ça c'est clair. C'est une phrase un peu tarte à la crème, je vais peut-être pas l'employer, mais on ne peut pas rester indemne après avoir lu ce livre. Et je pense que c'est comme, je sais pas, c'est comme si quelque part à travers Morse, Dieu nous disait en fait c'est beaucoup plus simple que vous le croyez. Prier c'est franchement pas compliqué. C'est pas s'agenouiller ou réciter des trucs sans fin ou sans suite qu'on comprend pas. C'est toutes ces dimensions qui nous recouvre et qu'on ne comprend pas, elle est là, et elle est accessible par le lobe temporal droit, et nous ne pouvons accéder à cette réalité que personnellement, et on n'a pas besoin de 15 000 personnes, on n'a pas besoin de gourous, ni de cours pour le faire, on peut le faire tout seul. Alors, Melvin Morse, La Divine Connexion, paru au Jardin des Livres. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.